30 janvier 2026. Le département de la justice américain dévoile la plus grande publication de documents judiciaires de l'histoire moderne. 3 millions de pages, 2000 vidéos, des centaines d'images, tout sur un homme qui a bâti un empire du silence. Jeffrey Epstein. Cette affaire a tout, richesse extrême, pouvoir politique, célébrité et un réseau systématique d'abus sur des centaines de jeunes filles. Mais ce qui rend cette histoire vraiment terrifiante, c'est qu'elle pose une question simple. Comment a-t-il pu opérer pendant si longtemps? Brooklyn, 1953. Jeffrey Epstein naît dans une famille modeste de la classe moyenne. Rien ne le destine à devenir l'un des hommes les plus riches et les plus controversés d'Amérique. Intelligent, ambitieux, Epstein gravit les échelons. Dans les années 80, il devient conseiller financier pour les ultra-riches. Son talent? Gérer discrètement des fortunes colossales. Son réseau? Impressionant. Politicians, scientifics, princes, presidents. À son apogée, Epstein possède un hôtel particulier de 77 millions de dollars à Manhattan, le plus grand domaine privé de Palm Beach, un ranch au Nouveau-Mexique et une île dans les Caraïbes, surnommée l'île du péché par les habitants locaux. Mais derrière cette façade de respectabilité se cachait quelque chose de bien plus sombre. Ghislaine Maxwell. Fille d'un magnate des médias britanniques, elle devient la complice indispensable d'Epstein. Son rôle? Recruter, manipuler, organiser. Le système était rodé. Des jeunes filles vulnérables, souvent issues de milieux défavorisés, étaient approchées. On leur promettait de l'argent, des opportunités, parfois juste de l'attention. Beaucoup étaient mineurs. Certaines avaient à peine 14 ans. Ensuite venait le transport. Le jet privé d'Epstein, surnommé le Lolita Express, effectuait des dizaines de vols entre ses propriétés. Les registres de vol, aujourd'hui publics, révèlent un balai constant entre New York, la Floride et l'île. A little St. James, l'île était équipée de tout. Piscine, salle de massage, chambres multiples. Mais aussi de caméras. Partout. Epstein filmait tout. Les procureurs pensent qu'il utilisait ces enregistrements comme moyen de pression. On nous disait que c'était normal. Que c'était comme ça que les choses fonctionnaient dans ce monde. Et si tu parlais, personne ne te croirait de toute façon. 2008. Les autorités de Floride ont enfin suffisamment de preuves. Le FBI a identifié au moins 36 victimes mineures. Epstein risque la prison à vie. Mais alors se produit quelque chose d'extraordinaire. Alexander Acosta, procureur fédéral, négocie en secret un accord avec les avocats d'Epstein. Un accord qui violera plus tard plusieurs lois fédérales. L'accord. Epstein plaide coupable de 2 délits mineurs. Il purge 13 mois dans une prison privée confortable. Mieux encore, il peut sortir 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour travailler dans ses bureaux. Les victimes, elles n'ont jamais été consultées. L'accord leur a été caché. C'était illégal, mais il a tenu. Des années plus tard, Acosta dira « On m'a dit qu'Epstein appartenait au renseignement et qu'il fallait le laisser tranquille. » Qui a donné cet ordre? Mystere. Juillet 2019. Une décennie après son premier procès, Jeffrey Epstein est arrêté à nouveau. Cette fois, c'est sérieux. Les charges fédérales sont massives. Trafic sexuel de dizaines de mineurs entre 2002 et 2005. La caution est refusée. Epstein est placé dans une cellule de haute sécurité au Metropolitan Correctional Center de Manhattan. Il risque 45 ans de prison. Le procès pourrait exposer des centaines de noms. 23 juillet 2019. Epstein est retrouvé inconscient dans sa cellule avec des marques au cou. Tentative de suicide? Aggression? On ne sait pas. Il est placé sous surveillance suicide. 10 août 2019. 6 heures du matin. Jeffrey Epstein est retrouvé mort,
pendu dans sa cellule. Le verdict officiel, suicide. Mais les circonstances sont troublantes. Les 2 gardiens censés le surveiller se sont endormis. Les caméras de surveillance étaient en panne. L'autopsie révèle des fractures osseuses du cou plus compatibles avec un meurtre qu'un suicide. La mort d'Epstein met fin aux poursuites pénales contre lui. Mais pas à l'affaire. Parce que Ghislaine Maxwell, elle, est toujours en vie. Juillet 2020. 1 an après la mort d'Epstein. Le FBI arrête Ghislaine Maxwell dans un ranch isolé du New Hampshire. Elle se cachait depuis des mois. Son procès commence en novembre 2021 à New York. Pendant 4 semaines, le tribunal entend des témoignages glaçants. Des femmes, aujourd'hui adultes, racontent comment Maxwell les a recrutées quand elles étaient adolescentes. Elle était comme une grande sœur au début. Elle m'achetait des vêtements, me parlait de ses voyages. Puis un jour, elle m'a emmené voir Jeffrey. Et tout a changé. Les procureurs présentent des preuves accablantes. Photos, registres de vol, témoignages. Maxwell a recruté et préparé des jeunes filles pour les abus. Elle était présente lors de certains. Elle a menti, manipulé, intimidé. 29 décembre 2021. Le jury délibère pendant 5 jours. Le verdict tombe. Coupable sur 5 des 6 chefs d'accusation, incluant le trafic sexuel de mineurs. Peine, 20 ans de prison. Maxwell a 60 ans. Elle mourra probablement derrière les barreaux. Novembre 2025. Le Congrès américain adopte l'Epstein Files Transparency Act. Le vote est quasi unanime. 427 voix pour et 1 contre à la Chambre. Unanimité au Sénat. Le président Trump signe la loi. L'objectif, obliger le département de la justice à publier tous les documents non classifiés liés à Epstein. Pas de caviardage excessif. Transparency totale. Décembre 2025. Première publication. Le résultat? Un fiasco. Plus de 500 pages entièrement noircies. Des noms, des dates, des lieux, tout est caché. Les critiques pleuvent des 2 côtés de l'échiquier politique. 30 janvier 2026. Cette fois, le département de la justice frappe fort. La plus massive publication de documents judiciaires de l'histoire américaine. 3 millions de pages. 2000 vidéos. 180 000 images. Le contenu révèle l'ampleur du réseau. Emails montrant les connexions avec des personnalités du monde entier, photos de fêtes privées, registres détaillés de voyages et des témoignages de victimes. Mais la publication déclenche aussi une controverse majeure. Les avocats représentant plus de 200 victimes dénoncent une violation massive de vie privée. Les identités d'au moins 31 victimes mineures n'ont pas été caviardées. Le site web des fichiers Epstein est temporairement fermé. Mais le mal est fait. Les informations ont déjà été téléchargées des milliers de fois. Février 2026. L'affaire Epstein est loin d'être terminée. Le 2 février, le procureur général adjoint Todd Blanche annonce « Il n'y aura pas de nouvelles poursuites. » Malgré les millions de documents. Malgré les preuves. Malgré les noms. Pourquoi? La raison officielle, manque de preuves supplémentaires. Mais beaucoup se posent des questions. Les questions sans réponse sont nombreuses. Qui d'autre était impliqué dans ce réseau? Pourquoi certains non restent-ils protégés? Qu'est-il vraiment arrivé à Epstein dans sa cellule? Les caméras étaient-elles vraiment en panne par hasard? Qui a donné l'ordre de le laisser tranquille en 2008? Mais au-delà des mystères, il y a une réalité. Plus de 200 femmes ont été victimes. Certaines n'avaient que 14 ans. Leur courage pour témoigner, pour se battre pendant des années, mérite notre respect. Ghislaine Maxwell est en prison. Jeffrey Epstein est mort. Mais les systèmes qui ont permis ces abus, le pouvoir, l'argent, le silence, existent toujours. Cette histoire n'est pas juste celle d'un prédateur milliardaire. C'est celle d'un système qui a failli, d'institutions qui ont détourné le regard, de puissants qui ont choisi de protéger l'un des leurs.
L'île de Jeffrey Epstein est aujourd'hui abandonnée. Les bâtiments se dégradent. La végétation reprend ses droits. Mais les cicatrices de ce qui s'y est passé, elles, ne disparaîtront jamais.